Corinne Tirono, bonjour. Bonjour Paul-Joseph, bonjour à tous. Aujourd'hui, votre émission Trésor du monde n'a jamais aussi bien porté son nom. Où est-ce qu'on va ? Alors, on part en Inde avec Trésor du monde aujourd'hui. Je vous emmène visiter l'une des merveilles du monde, le Taj Mahal. C'est un mausolée bouleversant. Mais avant de raconter son histoire, il faut planter le décor, Paul-Joseph. Allons-y. Oui, alors l'Inde est un grand pays fait de contrastes et de diversité, tout le monde le sait, mais j'insiste quand même là-dessus, avec une histoire aussi incroyablement riche, une culture vibrante. Je pense que c'est le mot qui convient. Vibrant. Oui. Et aujourd'hui, l'Inde a un avenir prometteur, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors on dit de l'Inde aussi que c'est la plus grande démocratie du monde. Alors sa croissance en fait un acteur clé sur la scène mondiale. Alors tout d'abord un petit peu de géographie. Commençons par ça. C'est un grand pays. 3 287 km². Alors, c'est dur de se le représenter, mais je vais préciser. Ce qui en fait le 7e plus grand pays du monde, après la Russie, le Canada, la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Australie. J'aime bien repréciser les choses. Ça permet de se situer. On situe et on l'imagine bien. Et la France, en comparaison, se classe au 42e rang mondial avec seulement 640 000 km² avec l'outre-mer, Paul-Joseph. L'Inde, forcément, comme tout pays, a des voisins. Oui, alors ses voisins, c'est le Pakistan. Ça faisait partie de l'Inde avant la partition. C'est l'Inde britannique, l'Empire. L'Empire britannique, voilà. La Chine, le Népal, le Bhoutan, pays très intéressant, on en parlera peut-être. On fera une émission là-dessus. On fera une émission sur le Bhoutan. Alors, le Bangladesh et la Birmanie. Ça fait quand même beaucoup de voisins. Beaucoup de voisins, c'est vrai. Et on peut dire que c'est une grande presqu'île bordée par l'océan Indien. C'est vrai qu'on a cette image d'un pays en pointe qui qui quitte l'Asie presque. C'est ça. Et on dit de lui aussi que c'est le sous-continent indien. C'est presque un continent à part entière, en fait. C'est un peu l'Italie en beaucoup plus grand. C'est ça, en beaucoup plus grand. En 10 fois plus grand d'ailleurs. À peu près. Ah oui. Oui, 3 millions, l'Italie c'est 300 000, ça fait à peu près 10 fois plus grand. C'est plus petit que la France, l'Italie. C'est ça. Donc oui, forcément. Et donc on s'imagine qu'un pays aussi grand, il y a des paysages, ça varie, c'est varié. Oui, c'est très varié du nord au sud, on s'en doute. Alors il y a bien sûr avec les montagnes de l'Himalaya au nord, des plages tropicales, je dirais, sur pratiquement toutes ses côtes. Et puis il y a aussi les plaines fertiles du Gange, très importantes. Et puis aussi des déserts, et notamment le désert dans le Rajasthan, le fameux désert du Thar, qui est l'un des plus grands déserts du monde. Et puis aussi, l'Inde compte des fleuves majeurs et des grands lacs. Les fleuves majeurs, c'est le Gange. Et puis un autre qu'on connaît bien, c'est le Brahmaputra. Paysage varié, on imagine climat varié ? Climat varié, Paul-Joseph, tout à fait. 3 saisons, très différentes de chez nous quand même. Il y a un très court été, qui est de mars à mai, où il fait très chaud. Ensuite, c'est la saison des moussons. Ça, c'est particulier à l'Inde. De la pluie ? De la pluie de juin à septembre. Ça fait quand même beaucoup de mois pluvieux. Et ensuite, c'est l'hiver. Alors, il est bien sûr doux, sauf au nord, dans les montagnes. Montagne de l'Himalaya. Et c'est un court hiver, de novembre à février. Donc, 3 saisons, une grosse saison des pluies. On peut retenir ça. Ce qui fait que, forcément, la faune et la flore, enfin, en tout cas, la flore, fait que l'Inde, c'est un pays qui a une grande biodiversité. On imagine avec autant de climats différents, autant de paysages différents. Voilà. Alors, il y a 100 parcs nationaux, c'est énorme. Et il y a bien sûr aussi en Inde des ressources naturelles importantes. Alors, bien évidemment, avec les plaines du Gange, les plaines fertiles du Gange, l'agriculture est florissante. On ne meurt pas de faim en Inde. Il y a des grandes étendues de blé notamment. Mais ce sont surtout ces minerais qui en font la richesse. On trouve du fer, de la bauxite, du zinc, du mica, du charbon et de l'or et des pierres précieuses. Rien que ça. Oui, alors avec tout ça, l'Inde joue un rôle crucial dans l'industrie mondiale. Et qu'est-ce que l'on peut dire de sa population ? Alors, comme des paysages, comme de son climat, c'est varié. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants. Alors, c'est un pays extrêmement diversifié aussi sur le plan ethnique et linguistique, puisqu'il y a 22 langues officielles reconnues. Et bien sûr, c'est l'hindi et l'anglais qui sont le plus couramment utilisés. Mais 22 langues officielles, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est peut-être un record ? C'est peut-être un record, oui, je pense. Et il y a plus de 2000 langues et dialectes qui sont parlés dans tout le pays. Alors l'Inde est aussi le berceau de plusieurs grandes religions du monde. L'hindouisme, bien sûr,
mais beaucoup moins pratiqué aujourd'hui. Mais surtout le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme. L'islam est très présent aussi, hein, c'est 15% de la population, et le christianisme qui est toujours pratiqué. Aujourd'hui, on compte 32 millions de pratiquants. Mais il est quand même considéré comme une minorité religieuse puisque c'est seulement 2,3% de la population. Alors le christianisme serait arrivé en Inde avec l'apôtre Thomas en 52 après Jésus-Christ, donc 2 fois millénaire quand même. C'est ça, oui. Et ce serait dans le sud de l'Inde, particulièrement au Kerala, qu'il serait allé Thomas. Et ces chrétiens sont d'ailleurs souvent appelés les chrétiens de Saint Thomas. Une minorité, et ensuite il y a dû y avoir des missionnaires, on s'en doute. Voilà, on s'en doute. Alors les premiers missionnaires européens, les colons sont arrivés avec les colons portugais au XVe siècle, dont Saint François Xavier quand même. Le fameux jésuite. Le fameux jésuite. Les jésuites se sont fait connaître beaucoup en Chine aussi. Alors les colons... Saint François Xavier, donc c'est au XVIe siècle, les premiers arrivent à la fin du XVe, voilà. C'est ça. Et les colons portugais ont établi une forte présence chrétienne sur la côte ouest, notamment à Goa, une ville, je dirais, très ouverte à l'Occident. Alors le christianisme s'est encore étendu avec la colonisation anglaise grâce aux missions protestantes qui ont fondé des écoles, des hôpitaux et des universités. Et aujourd'hui, les organisations chrétiennes jouent toujours un rôle crucial dans les services sociaux, les œuvres de charité, dans le développement communautaire. Ah Corinne, on pourrait parler de l'histoire de l'Inde pendant des heures, mais là il faudrait arriver au Taj Mahal. Oui, c'est ça. Donc on reprendra peut-être l'histoire de l'Inde une autre fois dans une prochaine émission. Pourquoi pas. On a planté le décor. On a planté le décor parce qu'on va arriver l'histoire, je dirais, du Taj Mahal à proprement parler. Donc en attendant, on va écouter Pascal of Bollywood. C'est un Français qui est très connu en Inde et je vous propose d'écouter La vie en rose. Allons-y. En hindi. जब से देखी उसकी आंखें हैरत में है मेरी आंखें देखो तो वो जादू जैसी सोचो तो खुशबू जैसी यूं ही उसने कुछ कहा और मैंने कुछ सुना सवर गई किससे दिल की बात de nuit d'amour à plus finir un grand bonheur qui prend sa place les ennuis, les chagrins s'effacent heureux, heureux à mourir Corinne Tironneau, nous sommes toujours donc en train de parler de l'Inde et avant d'arriver au cœur du sujet, le Taj Mahal, on va essayer assez rapidement de débrayer l'histoire de ce sous-continent. C'est pas vraiment un pays, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Donc oui, je vais brosser le tableau historique jusqu'à la naissance du Taj Mahal, parce que sinon il nous faudrait beaucoup plus de temps.
Alors l'Inde a une histoire qui remonte bien sûr à plusieurs millénaires avec des civilisations anciennes comme la civilisation de la vallée de l'Indus, ça s'appelle comme ça, qui est datée entre 3300 à 1300 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment plurimillénaire. C'est une des plus anciennes civilisations du monde qui avait une urbanisation avancée, un système d'écriture et une économie agricole prospère. Puis il y a eu ensuite ce qu'on appelle la période védique, entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. Et c'est là que sont arrivés d'Asie centrale les Aryens. On parle souvent de la civilisation aryenne. Aryenne, oui. Voilà, c'est à ce moment-là. C'est un nom qui a été dévoyé. Oui, tout à fait. Et c'est aussi à cette époque que seront écrits en sanskrit les textes sacrés fondamentaux de l'hindouisme. La période védique correspond à l'arrivée de l'hindouisme, en fait. C'est les écrits védiques sur lesquels s'appuie l'hindouisme. Et c'est ce système religieux qui va faire émerger le système des castes. Et ça, c'est très important, qui sont toujours d'actualité dans la société indienne d'aujourd'hui. C'est aussi l'époque de la naissance de Bouddha. Alors, oui, mais c'est un petit peu plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, que naît Bouddha. Siddhartha Gautama, c'était son vrai nom. Et c'est une nouvelle religion, philosophie. Il y a une discussion qui se crée, mais au début, on pouvait quand même plus dire que c'était une religion, au début, qui a fait tranquillement son chemin jusqu'à la conversion de l'empereur Ashoka, qui était donc, lui, hindouiste. C'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un empereur qui est devenu une légende, Ashoka. C'est quelqu'un d'important, parce qu'il a promulgué des édits qui promouvaient, eux, la non-violence et la tolérance religieuse et l'équité sociale. Tout le contraire de l'hindouisme, en fait, avec son système de caste. Donc, le bouddhisme a été, je dirais, peut-être une porte de sortie pour certains hindouistes à certains moments, même sur le plan politique. On a vu ça plus tard. On peut en parler une prochaine fois. Encore un sujet. Voilà, encore un sujet. Donc l'influence d'Ashoka sur la pratique du bouddhisme a été immense. Il a contribué à son expansion, non seulement en Inde, mais également à travers toute l'Asie jusqu'au Sri Lanka et en Chine. Et on arrive tout doucement à la période classique, entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Période de grande prospérité culturelle, scientifique et artistique. Et oui, à cette époque, ils étaient très forts en mathématiques. C'est là que les Indiens ont inventé le zéro. Donc là, on arrive au 3-6e siècle et c'est au 7e siècle qu'apparaît l'islam. Tout à fait. D'Arabie Saoudite. C'est aussi une religion, on a vu tout à l'heure, qui est assez présente, non seulement au Pakistan, mais aussi en Inde. Tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance, le pays a été divisé en deux en 1947. C'est au tout début du XIIIe siècle que l'islam arrivera en Inde. Donc, c'était très présent. Donc, l'islam influencera l'architecture et la culture et s'implantera rapidement dans le pays comme troisième religion. Alors, ce sera l'époque grandiose de l'Empire moghol. Ça fait rêver. L'Empire moghol, c'était de 1526 à 1857, avec Babur, qui est considéré comme le fondateur de l'Empire moghol. Il était le descendant de Tamerlan et de Gengis Khan. On en a parlé. Tout à fait. Et un peu plus tard, au milieu du XVIe siècle, l'empereur Akbar a étendu l'Empire et mis en place un système administratif efficace avec une politique de tolérance religieuse et surtout une promotion des arts. Et c'est en 1628 que naît Shah Jahan, l'empereur aux projets architecturaux grandioses, dont le Taj Mahal, construit en mémoire de sa femme Mumtaz. Corinne, on y arrive. On y est. Qu'est-ce que le Taj Mahal ? Alors, c'est le plus émouvant des mausolées. Donc, c'est un monument sublime, inspiré par l'amour quasi divin d'un homme pour sa femme. Alors, le Taj Mahal est le symbole de l'amour éternel, du paradis aussi. Et ceux qui l'ont vu en gardent un souvenir poignant. C'est inoubliable, le Taj Mahal. Alors, c'est donc un monument, des monuments le plus célèbre au monde, par sa beauté architecturale et aussi par sa signification historique et symbolique. Donc, c'est un tombeau commandé par l'empereur moghol, donc Shah Jahan, en mémoire de Mumtaz Mahal, qui est décédé en 1631, en donnant naissance à leur 14e enfant. Il n'y avait pas de moyen de contraception à l'époque. On voit ça, oui. Et donc, ce monument est situé à Agra, dans l'état d'Uttar Pradesh,
sur les rives de la rivière Yamuna, à 195 km de New Delhi, à l'ouest de New Delhi. Et ce Taj Mahal, comment il a été construit et surtout en combien de temps? Alors l'architecte principal du Taj Mahal était très célèbre, il s'appelait Ustad Ahmad Lahori et il y a eu d'autres architectes, il n'a pas fait ça tout seul. Sa construction a duré 21 ans. Pas très long, je trouve, de 1632 à 1653 et a mobilisé environ 20 000 artisans et ouvriers. Énorme. Et des artisans et ouvriers qui provenaient de toutes les régions du pays. Et c'est un exemple classique de l'architecture mongole qui mêle toutefois des éléments de l'architecture islamique, persane, ottomane et indienne. Donc quand même un beau mélange qui donne quelque chose de sublime. Alors il est construit en briques de grès rouge, mais recouvert de marbre blanc, translucide, blanc, car c'est la couleur du deuil pour les musulmans. Il est richement décoré de pierres précieuses et semi-précieuses, de motifs floraux sculptés, et son architecture, et ça c'est par sa particularité, a une symétrie parfaite vue de l'extérieur, avec ses 2 dômes et ses 4 minarets. Alors il est entouré de très beaux jardins divisés par des chemins d'eau dans lesquels il se reflète parfaitement. On peut se poser la question, qui étaient Shah Jahan et Mumtaz? Alors Shah Jahan est né en 1592, il était le 5e empereur moghol de l'Inde et il a régné de 1628 à 1658 pendant donc 30 ans. Et Mumtaz était son épouse. C'était son épouse. Elle est née, elle, un an après. En 1593, c'était sa 3e épouse et sa favorite. Ils se sont rencontrés très jeunes pour la première fois à la cour moghole et se sont mariés en 1612. C'est pas si vieux quand on réfléchit. Shah Jahan avait environ 20 ans et Mumtaz Mahal 19 ans. Donc je dirais que c'était un âge de raison à l'époque pour se marier. Et leur mariage était considéré comme un mariage d'amour, ce qui était très rare. Et qu'est-ce qu'on sait sur ce couple, leur personnalité? Alors, voilà, Mumtaz Mahal était très intelligente et très belle. Elle était non seulement l'épouse favorite de Shah Jahan, mais aussi sa conseillère. Elle a donné donc naissance à 4 enfants, dont 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. À l'époque, il y avait un taux de mortalité infantile important. Mais en 1631, Mumtaz va mourir tragiquement à l'âge de 39 ans, en donnant naissance à leur 14e enfant. C'était quand même un amour qui avait duré 39 ans. Mais donc, Corinne, qui était ce Shah Jahan et Mumtaz? Alors, Shah Jahan, qui est né en 1592, était le 5e empereur moghol de l'Inde et il a régné de 1628 à 1658, pendant 30 ans. Et Mumtaz Mahal est née en 1593, elle était sa 3e épouse et surtout sa favorite. Alors ils se sont rencontrés très jeunes pour la première fois à la cour et ils se sont mariés en 1612. Shah Jahan avait environ 20 ans et Mumtaz Mahal 19 ans. Ils n'étaient pas très jeunes en fait. Je trouve. Et l'époque, oui. Pour l'époque, ils se mariaient beaucoup plus jeunes d'habitude. Et leur mariage était considéré comme un mariage d'amour, ce qui était très rare, ce qui est toujours un peu rare quand même en Inde. En Inde, oui. Alors Mumtaz Mahal était très intelligente et très belle. Elle était non seulement l'épouse favorite de Shah Jahan, mais aussi sa conseillère, ça c'est important. Alors elle a donné naissance à 14 enfants, dont 7 qui ont survécu seulement. Mais en 1631, Mumtaz va mourir tragiquement à l'âge de 39 ans en donnant naissance à leur 14e enfant. Shah Jahan, se sentant responsable, parce qu'il était prévenu que une 14e grossesse pouvait être fatale, va être inconsolable. Et donc la légende est vraie, c'est pour honorer la mémoire de son épouse qui va entreprendre la construction de ce qui est un tombeau avant tout. Voilà, c'est ça. Et il avait aussi l'idée de faire construire le sien en marbre noir de l'autre côté du fleuve de la Yamuna. Mais il n'aura pas le temps. Mais il n'aura pas le temps parce qu'il est mort en 1666 dans des conditions que vous allez voir assez terribles. Alors il sera quand même enterré à côté de son épouse au centre du Taj Mahal, sa tombe rompant la symétrie parfaite initiale de l'intérieur du mausolée. Il est parfait à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme Shah Jahan voulait faire son tombeau de l'autre côté, il se trouve que la symétrie n'est pas parfaite à l'intérieur du mausolée. Alors il faut savoir que Shah Jahan a une fin de vie très triste, parce qu'il fut destitué par son propre fils et il est devenu fou. Et il passera les 8 dernières années de sa vie en prison au fort d'Agra, un fort qui est juste en face le Taj Mahal. Voilà, c'est quand même assez tragique. Bon, je vous propose une pause musicale, ça raconte un peu cette histoire-là, ça veut dire « Je ne peux vivre sans toi », c'est en hindi.
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस Corinne Tirono, poursuivons donc l'histoire du Taj Mahal. Oui, que devient le Taj Mahal après la mort de Shah Jahan? Alors, ça va se poursuivre. Il y aura des épisodes tourmentés comme l'histoire du pays lui-même. Alors, l'empire moghol va décliner jusqu'à la colonisation britannique en 1857. On arrive presque à notre époque. Il y aura peu d'informations sur l'évolution du Taj Mahal, mais on peut quand même imaginer que le monument et son jardin furent entretenus régulièrement. Mais on sait que de nombreuses incrustations de pierres semi-précieuses et précieuses ont été décellées, bien sûr, et volées. Alors le Taj Mahal, vu par les Anglais, n'était pas du tout une représentation du paradis, comme le pensaient les musulmans. C'était pour eux un monument et un jardin comme les autres. Mais ils entreprirent malgré tout de le restaurer et de modifier son jardin pour en faire un jardin à la française, comme celui qu'on peut admirer aujourd'hui. Donc là, on arrive au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le siècle des guerres. Oui. Il a réussi à le préserver ? Oui, on a réussi à le préserver parce que il a pourtant été pris pour cible à de nombreuses reprises pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il sera protégé de la folie humaine par un camouflage en fait. Il sera mis à l'abri des regards avec des échafaudages pour le cacher de la vue aérienne. D'abord protégé des Allemands, puis ensuite des Japonais qui avaient des vues dessus. Il faut savoir que la réverbération du soleil sur ces murs et coupoles peut être vue à 40 km de distance. Ce qui est beaucoup. C'est une belle cible, malheureusement. On peut le repérer facilement. Alors, ces échafaudages, servirent encore entre 1965 et 1971 pendant la guerre indo-pakistanaise, puis en 2001, durant une autre crise avec le Pakistan. La sécurité du Taj Mahal fut de nouveau renforcée en le recouvrant de grandes toiles kaki. Il ne faut pas oublier que les nationalistes hindous veulent le détruire. Mais il paraît aussi que les féministes veulent le détruire. Donc on peut considérer encore qu'aujourd'hui le Taj Mahal est en danger ? Oui, il est toujours en danger des nationalistes hindous, puisque c'est un monument musulman, en terre hindouiste, on va dire. Qui sont majoritaires maintenant au pays ? Oui, qui sont quand même majoritaires. Oui. Alors, et puis il y a aussi d'autres raisons, c'est le surtourisme. Il y a des millions de visiteurs qui visitent le Taj Mahal chaque année. C'est une menace qu'on oublie, ça. C'est un tourisme de masse avec des conséquences graves sur l'environnement, sans compter le vandalisme. Il y en a qui vandalisent le Taj Mahal, qui osent, je dirais. C'est terrible. Le profaner. Voilà. Et il y a aussi la pollution qui est encore pire. Autre menace que l'on sous-estime souvent. Autre menace, voilà, parce qu'elle dégrade lentement le marbre blanc, les incrustations. Mais le gouvernement indien a pris quand même des mesures en définissant un secteur géographique autour desquels on ne peut pas trop circuler. Ils ont limité la circulation routière et puis on ne peut plus installer d'usines et celles qui étaient installées, elles ont été détruites. Alors voilà, c'est
pour ça, c'est avec de telles actions qu'il pourra rester debout. Bon, il faut noter qu'il fait partie, le Taj Mahal, du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. C'est mérité amplement. Alors, pour terminer, je vais vous recommander une lecture pour connaître Pour en mieux. savoir plus. Voilà, pour en savoir plus. C'est vraiment un livre que je trouve fabuleux. C'est de Timeri Murari. Ça s'appelle Taj, T-A-J. Un Taj comme Taj Mahal. C'est en poche dans toutes les librairies. C'est un roman qui nous raconte la cour des grands Moghols, l'histoire de Shah Jahan et de Mumtaz, l'histoire de la construction du monument. Et c'est un très bel hommage aux artisans qui l'ont construit. Moi, j'ai adoré ce roman, je vous le recommande. Donc, c'est Taj. Et puis, pour conclure, je citerai Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature, qui a dit du Taj Mahal qu'il était une larme solitaire posée sur le visage de l'éternité. Merci Corinne.